Salut les infos. Salut les informaticiens en herbe. Salut vieille branche, tu vas bien? Ouais, et toi, ça va tranquille, mec? Super. Aujourd'hui, on parle de Turing, mon pote. Donc on va tout d'abord vous le présenter et enfin, nous allons vous présenter les machines de Turing. Alan Mathison Turing était un mathématicien britannique, né le 23 juin 1912 à Londres. Il est aussi mort à un moment donné. Mais rassurez-vous, tout dans cette vidéo est maîtrisé, aucun spoil. Depuis petit, il est passionné de sciences et surtout de mathématiques. Pas comme tous les enfants de son âge malheureusement, ce qui n'a pas facilité sa vie. Comme diraient certains, Miskinou, il n'a pas eu la vie facile. Je cite les gens de Montiex. Sa vie prendra alors un tournant radical en 1935, alors qu'il n'était qu'étudiant au King's College à Cambridge. Il assiste à ce moment précis à un cours où l'on parle d'un problème récemment posé par un mathématicien allemand, David Hilbert. Il a avancé qu'il y aurait une méthode mathématique universelle strictement définie, capable de résoudre tous les problèmes, ou plus précisément, une méthode permettant de savoir si telle ou telle méthode, tel ou tel procédé, est bien un théorème, ou non. Par exemple, en entrant notre petit théorème de Thalès, connu sur le bout des toits, connu par cœur, là-dedans, hein, Thalès, dans notre super méthode, elle va nous répondre « Oui, c'est bon, c'est bel et bien un théorème ». Mais en disant « Mon théorème dit que 65 plus 5 c'est égal à 12 », elle sera un peu moins heureuse. En fait, c'est une sorte de couteau suisse gigamaxé des mathématiques. À ce moment-là, Turing ne peut dire qu'une seule chose. Non! Turing s'était alors trouvé un but, c'était de prouver que Monsieur Hilbert avait tort. C'était une situation à la David et Goliath, mais David, du coup ce n'est pas David Hilbert. David Hilbert, d'accord? David Hilbert, ici ce n'est pas David, c'est Goliath, du coup. David c'est Turing, ok? David, pas David, Goliath. Turing, David. C'est bon? T'as la comparaison? Enfin bref, Turing devait vouloir une victoire totale parce que avant de trouver un contre-exemple à la théorie de ce fameux David Hilbert, il a carrément designé une machine abstraite qui justement suivait la méthode de ce fameux David pour montrer que cette machine justement aurait des problèmes insolvables. Ça, c'est une victoire totale, un move de Chad. Et il va réussir le bougre. Et c'est là qu'apparaît pour la première fois le concept de la machine de Turing. Donc dans un article sur les mathématiques, il sort alors en 1936, il décrit une machine imaginaire avec plusieurs composants. Premièrement, un ruban infini, sur lequel il y aura des signes. Deuxièmement, une tête de lecture-écriture, qui permettra, comme son nom l'indique, de lire, d'écrire, ou bien d'effacer des signes sur le ruban infini. Mais donc, comment faire fonctionner ou comment fonctionne un programme dans la machine de Turing? Admettons, nous ayons cet extrait de bande infinie, dont il a été question dans la partie un peu plus tôt évoquée. Imaginons la tête de la machine, comme cette super petite boîte tout droit sortie d'une vidéo que j'ai trouvée sur la toile. Elle va se balader sur la bande et se dire « Oh, j'ai un 0 sur telle case, alors je dois faire ça ». Et le ça en question, ça peut être sauter à une autre case, ou effacer le contenu de la case actuelle, écrire autre chose, voire même tout l'un après l'autre. Et le truc avec ce modèle de machine, qu'on peut faire une machine de Turing avec vraiment n'importe quoi. Parce que ce qui importe, c'est le programme à l'intérieur. C'est comme les ordinateurs techniquement, tout peut être qualifié d'ordinateur, tant que tu as la carte mère, le processeur, etc., etc. Même si l'entièreté du corps de l'ordinateur était faite parmesan, de parme sculptée, alors ça c'est délicieux. Ouais. Petit grain de sel là. Ce qui a par la suite donné lieu à des machines de Turing en bois, en Lego ou même sur Minecraft. Des gens ont pu en reproduire directement dans le jeu. C'est à la fois étonnant et prévisible quand on voit que certaines personnes créent des ordinateurs complets sur Minecraft. Bref, Turing a réussi à trouver des contre-exemples. David a gagné. Enfin, Turing. Or, t'as compris. Mais le truc, c'est que grâce à ces contre-exemples, on a commencé à percevoir quelque chose de plutôt cool, pas mal, l'informatique. L'informatique, finalement, est née d'une réponse négative, d'un théorème d'impossibilité. Il y a des choses que l'on n'arrivera pas à calculer. Voilà, c'est ça que dit finalement Turing. Mais ce faisant, parce qu'il dit il y a des choses qui resteront, il y a des nombres qui resteront incalculables, alors il définit une espèce de périmètre de ce que c'est que la calculabilité. Évidemment, puisqu'il y a un dedans et un dehors.
Donc à partir de ce moment-là, on sait ce que c'est que la calculabilité, on a un plan logique de ce que c'est qu'un calcul, et on va pouvoir physiquement, finalement, de façon dans l'ingénierie, réussir à faire des machines qui ressemblent à ce plan abstrait. Ce que l'on ne vous a pas dit, et ce que Turing n'a dit à personne avant un bon bout de temps, c'est qu'il a participé à une mission secrète des Alliés. Donc lors de la Seconde Guerre mondiale, elle visait à déchiffrer les messages interceptés des Allemands. Donc ces messages étaient codés, ils étaient cryptés par leur machine nommée Enigma. Dans chaque message, chaque lettre est remplacée par une autre. Il faut seulement posséder une autre machine Enigma pour décoder le code, mais en plus connaître les paramètres du jour, car oui, tous les soirs, à minuit, le code d'Enigma changeait. Tout le travail fait à la poubelle. Il intègre donc une équipe de cryptographes d'élite afin de briser le code Enigma chaque jour. Les autres cryptographes passent leur journée à essayer de le décrypter à la main, ils essaient de déchiffrer les messages par occurrence de lettres, mais Turing voit les choses autrement, il veut automatiser le processus, il veut créer une machine pouvant déchiffrer Enigma tous les jours. Évidemment, il est d'abord décrédibilisé par ses collègues qui vont continuer à faire de leur manière. De plus, étant donné que personne ne voudra lui accorder de fonds, car il n'est pas à la tête de l'équipe, il décide de prendre les choses en main. Il a littéralement envoyé une lettre à Winston Churchill. C'est bon? Il était vachement naïf. Non mais je t'arrête tout de suite. Ça a marché. Comment ça a marché? Cher Winston Churchill, mon petit... En bref, il a été mis à la tête de son groupe de recherche, à virer 2 des cryptographes afin de pouvoir trouver les fonds de sa machine. Ouais, il était comme ça, ouais. Il l'a construit, et elle a marché. Enfin, pas directement, mais une fois qu'ils se sont rendus compte que tous les messages se terminaient par Heil Hitler, ça fait tout de même 6 lettres en moins à déchiffrer, ce qui a permis à la machine de déchiffrer les messages en codé d'Enigma beaucoup plus rapidement, et accessoirement en un temps raisonnable. C'était Nino et abonnez-vous et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en voudrez d'autres pleines de sources et d'informations et plein de belles choses et des beaux montages et des belles musiques de Thomas et on s'amuse bien. À bientôt. Cher Winston Churchill, mon petit oui-oui, comment ça va depuis le barbecue du 28? Moi, ça va. Point. Ici, virgule, les choses s'agitent, point d'exclamation. Mais personne ne veut me faire confiance avec mes plans de ma superbe Turbax Machinax. 3 petits points. Si seulement j'étais à la tête de mon équipe, virgule, alors là, virgule, on gagnerait la guerre. 3 petits points. Tu crois que tu pourrais faire ça pour moi, STP? Point d'interrogation. Merci, bro, virgule, ton petit Alanito Turingo. Point. Ah oui, PS, arrête la peinture, virgule, le futur est dans la photographie. Point. Voilà, on est bon.